Notre engagement est la preuve que l'on peut encore agir pour préserver les ressources en eau. Toutes les thématiques qui touchent un peu à l'environnement au final, peuvent avoir un impact sur l'eau, que ce soit sa disponibilité ou sa qualité. Et les décisions de nos acteurs du territoire, des gens qui participent à ces journées, doivent être guidées avec dans la tête mon choix, là, comment il va impacter potentiellement la ressource en eau. L'eau est une ressource en raréfaction et qui subit de plus en plus de pression. C'est pour cela qu'il y a des services comme le nôtre, le service protection de la ressource, pour s'occuper de la qualité de la ressource en eau. Et c'est surtout, on a un rôle d'accompagnement des acteurs du territoire aussi, pour les sensibiliser et pour qu'ils puissent avoir conscience des enjeux autour de la qualité de l'eau, comme la biodiversité, le changement climatique, l'érosion et ruissellement, des thématiques qui ont été évoquées lors de ces ateliers. Les enjeux sur les captages, avec le changement climatique, il faut gérer la ressource en eau de manière la plus intégrée possible en termes à la fois de qualité et de ressources disponibles pour l'agriculture et d'autres usages. Pour l'instant, on n'a pas de problème d'approvisionnement en eau. Les nappes, on n'est pas limité pour le pompage, mais peut-être que dans les années à venir, ça pourrait. Parce qu'on est quand même en alerte sécheresse dans l'heure. Les nappes souterraines ne sont pas d'un niveau exceptionnel. On a peu de rivières sur le territoire, mais beaucoup de problématiques sur les eaux souterraines. D'abord en qualité, et donc l'objectif c'est de limiter les rejets polluants dans ces eaux souterraines, que ce soit des rejets liés à l'activité humaine, aux villes tout simplement, mais également en limitant les pertes de polluants, notamment d'origine agricole, que ce soit en matière de nitrates et de produits phytosanitaires. Le deuxième enjeu, il est aussi au niveau de la quantité d'eau. Malheureusement, avec le changement climatique, on est de plus en plus menacé par des sécheresses de plus ou moins fréquentes et avec des impacts sur la ressource en eau, des baisses de débit de rivière, des assecs. Et donc il y a tout un enjeu sur les économies d'eau, économies au niveau des usages des particuliers, la lutte contre les fuites, des économies d'eau au niveau des activités économiques, et puis les économies d'eau aussi, c'est favoriser l'infiltration naturelle dans les eaux. C'est-à-dire l'urbanisation qu'on le connaît un peu partout, et en particulier dans le département de l'Eure, l'artificialisation des sols ne permet pas à l'eau de s'infiltrer correctement dans les sols et recharger la nappe. Tout l'enjeu, c'est de désimperméabiliser, d'aménager la ville et les zones urbaines de telle manière que l'eau plus facilement pénètre dans les sols et revient recharger la nappe. Ça vaut aussi en zone rurale, il n'y a pas que les zones urbaines, avec la recréation de prairies, de haies. L'arbre, quelque part, est un élément majeur qui favorise l'infiltration d'eau dans les nappes. L'enjeu, c'est de retravailler localement à l'échelle des captages avec les acteurs, en particulier les gestionnaires de l'eau, mais aussi les agriculteurs, pour, à terme, reconquérir une qualité de l'eau satisfaisante. Si on veut aller sur les pistes, donc il y en a plusieurs. Il y a réduire les usages, donc baisser les fréquences de traitement ou carrément passer en système sans pesticides. Mais donc raisonner les systèmes de culture pour qu'il y ait une moindre sensibilité aux bioagresseurs, donc demande une pression de traitement qui serait moins importante. Dans l'idée de diversifier, d'allonger les rotations, etc., ça, c'est quelque chose qui est très important comme levier. Il n'y a pas un usager plutôt qu'un autre qui est générateur d'un problème ou de la solution, et que tout le monde, à son niveau, génère un problème et est facteur de solution. Comme vous pouvez le voir, la nature est bien faite. Il suffit des fois de faire des petites actions qui permettent très vite de voir réapparaître de la végétation, les insectes, les oiseaux et retrouver une chaîne alimentaire. Donc voilà, très vite en fait la biodiversité va revenir et va retrouver quand même un équilibre. Donc on peut faire des choses en faveur de la biodiversité assez facilement. La mare, elle a un rôle à jouer surtout en termes de biodiversité, parce que ça va être une source de logement, de nourriture pour la faune et la flore, les insectes aussi. Le fait d'avoir une biodiversité plus riche
Ça permet de limiter des maladies sur les cultures, limiter des traitements phytosanitaires, des choses comme ça. Donc réfléchir sur la biodiversité, c'est repenser comment on travaille, repenser les pratiques, permettre plus de changements et d'évolution dans les décisions des gens. Dans la commune, on a déjà mené des actions sur les mares et des actions sur les bois, puisque en particulier une des rivières souterraines qui alimente la source des Varas, on réfléchit et on essaye de voir comment on peut introduire des actions à faire qui soient bénéfiques pour le ruissellement, entre autres, et pour les trames vertes et bleues. On a conscience que si on règle le problème des racines, on n'aura plus à retourner vers le curatif sur le long terme. On s'aperçoit que les solutions qui étaient hyper efficaces il y a quelques années, elles sont de plus en plus moins efficaces en fait. Et ça, c'est dû au changement climatique, manque de pluie, des épisodes de sécheresse alors qu'on ne s'attendait pas du tout. C'est pour cela que les défis à soulever pour le SERPN, c'est plutôt de s'adapter. Il y a une urgence à l'adaptation au changement climatique, adapter les moyens mis en place, adapter les solutions qu'on a précédemment appelées solutions phares, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a besoin d'aller plus loin, tout en restant quand même pertinent et réaliste aux conditions du territoire. Le changement climatique aujourd'hui, il nous oblige à regarder les choses autrement. En termes de bioclimat, on voit que la sécheresse, on voit apparaître du jaune, commence à se marquer avec un scénario à 2.6. Par contre, là, elle est vraiment très très claire sur la partie avec un scénario 8.5. On va avoir un climat qui petit à petit devient déficient, donc devient sec. Ce qui entraîne là des conséquences évidemment sur l'agriculture et sur toutes les pratiques et sur toute la végétation évidemment. On va devoir modifier pas mal de choses. Donc actuellement on arrête de traire l'hiver, 2 mois dans l'année, parce que l'herbe ne poussait pas en hiver et poussait un peu en été. Avec le dérèglement climatique, ça s'inverse, ça pousse plus l'été et ça pousse encore en hiver un peu. Il faut qu'on change complètement notre système de production de lait, donc on va plus produire du lait l'été, on va le produire automne, hiver, printemps. On mesure quand même des effets sensibles depuis quelques années, la moisson qui avance, on a vu tout ça. Donc j'ai pris conscience un petit peu de ça, donc moi je me suis tourné vers l'agriculture biologique depuis 3-4 ans. L'action, on va planter des haies, on va faire on va essayer de faire un maximum. Comment on arrive à augmenter la réserve utile des sols globalement? On sait que les haies, par exemple, quand elles sont positionnées, de manière adéquate par rapport à la circulation d'eau dans le bassin versant, vont améliorer le stockage de l'eau dans le sol. Donc à la fois en amont, aussi sur le pied de haie et un petit peu aussi en aval. En gros, pour des sols qu'on peut avoir sur le plateau du Neubourg, des sols plutôt limoneux, par mètre de haie, ça peut augmenter la réserve utile d'à peu près 2,5 m3 au 100 mètres. En quoi l'agroforesterie, les arbres, aident par rapport au changement climatique? En fait, ça va jouer sur quasiment 3 leviers. L'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire réduire l'ampleur du changement climatique. De capter, du stocker du carbone, c'est plutôt le côté adaptation, comment on s'adapte. Et puis c'est aussi un élément de substitution par rapport à des énergies fossiles. Moi je dis tout le temps, l'arbre il ne va pas sauver la planète, faut arrêter de rêver. C'est un plus quoi. Enfin, on a tout un système, on a mis en pratique, en place des pratiques agricoles, notamment sur l'élevage, etc. Et on avance et donc là on met en place quelque chose de plus, notamment au tout début, parce qu'il y avait les enjeux eau et biodiversité, effectivement, donc on a pris conscience. Ils existaient déjà avant, mais on en prend conscience à ce moment-là, donc on plante. Là, effectivement, dans les nouveaux projets, on garde aussi toujours, là, on rentre plus dans l'enjeu climatique, effectivement. Il faut qu'on collabore tous ensemble pour pouvoir préserver notre climat, lutter contre les impacts de changement climatique.
Ici, on a, avec le syndicat d'eau, c'est des problèmes de dégradation de la qualité de l'eau potable liés au ruissellement et l'introduction des eaux de ruissellement dans les cavités karstiques naturelles qui communiquent avec le captage d'eau potable, qui entraînent des pollutions, donc de la turbidité, de la matière en suspension, mais aussi des molécules de produits phytosanitaires, des pesticides, ou encore des pollutions d'origine urbaine qu'on va retrouver par des circulations rapides en 48 heures à peu près au niveau du captage d'eau potable et qui nécessitent un traitement avant d'être distribué à la population. Avec les agriculteurs, il y a un certain nombre de solutions sur les pratiques agricoles pour conserver la terre dans les parcelles, infiltrer l'eau, mais aussi des petits aménagements, des haies, des bandes enherbées qui permettent de réinfiltrer l'eau et d'éviter l'érosion. Pour les collectivités, on a aussi un certain nombre de solutions qui visent aussi au maximum à infiltrer l'eau en limitant l'imperméabilisation des sols. Il existe aujourd'hui de nombreuses solutions qui permettent de limiter les impacts en aval. Les bétoirs, c'est vraiment une entrée directe à la nappe. Donc, avoir fait des ouvrages de ralentissement de l'eau pour protéger ces bétoirs, c'était assez impressionnant, quoi. Et on a vu l'eau quand même ralentir, et puis elle était claire, elle n'était pas chargée en terre, etc. Donc ça fonctionne. Il y a eu du travail, de l'ingénierie, donc c'est intéressant. Et puis discuter avec les personnes qui ont mis ça en place et qui gèrent ces choses-là, c'est super intéressant, quoi. Donc l'eau de surface arrive dans les nappes et dans notre robinet de meilleure qualité. Le plateau d'une bourre peut être effectivement une terre où on a beaucoup de battance. Après, on a évoqué tout à l'heure le fait de travailler la terre, comment on la travaille pour éviter ça. Donc, ameublir au maximum, c'est le travail effectivement du sol qui peut améliorer. Et nous, jusque-là, on doit bien gérer nos cultures parce qu'on est peu impacté finalement. La protection de la ressource, c'est très important et que donc on fait le maximum, mais que ça a du mal à avoir des effets positifs, que c'est très long à revenir. Et que maintenant, de toute façon, on est au pied des murs puisqu'on a dépassé le taux de nitrate et au jour d'aujourd'hui, on est obligé de distribuer de l'eau en bouteille pour les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes dialysées. Là, j'ai vu des gens se manifester, ouais, comment que ça se fait que l'eau n'est plus potable, etc. Alors qu'elle l'est quand même, c'est une mesure de précaution, mais qu'il faut traiter. Et donc là, les gens réagissent. La force de ce territoire et sa spécificité, c'est le fait qu'il y a eu un accompagnement et un travail de proximité sur le terrain depuis maintenant 13 ans, ce qui a permis qu'aujourd'hui, on peut s'adresser à une population assez sensible au sujet, en fait, et des gens qui sont en conscience des enjeux. J'ai beaucoup apprécié les 4 sessions, même si je suis déjà sensibilisée par beaucoup de choses, mais au moins on a un regard de professionnel et ça permet aussi, mais il faut peut-être encore du temps, de décortiquer et de se dire qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas. On peut avoir peur du changement, mais en fait on se prend au jeu. On se dit tiens, si je consomme moins là, si je fais ça. C'est des actions qui se font sur la durée. Il y a des enjeux de changement de pratique agricole, mais il faut que ça soit acceptable pour la profession agricole. Et il y a une problématique qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de matières actives utilisées encore, des comportements différents et des temps de transfert qui sont plus ou moins longs et une persistance des molécules. Même si on arrête d'en utiliser, on ne résout pas le problème immédiatement. Perdre courage ou non, sûrement pas. Étant donné qu'il y a des actions qui se montent, des actions qui sont en cours et qui, actions, demandent pour avoir un résultat qu'il y ait du temps. Donc, comme le disait un homme bien connu, donnant du temps au temps. Ce qui rend la situation positive sur ce territoire-là, c'est la dynamique et le lien. Et je pense que ça, c'est vraiment imputable à l'action du SRPN. C'est grâce à une certaine communication et un lien qui est conservé avec les citoyens. On n'a pas l'impression, quand on vient sur le territoire, que la ressource en eau est une contrainte. En tout cas, ce n'est pas considéré comme une catastrophe. Et on n'a pas l'impression non plus qu'on va demander la lune. C'est-à-dire qu'on
C'est compliqué, le chemin est difficile, mais on sent que les gens restent mobilisés, motivés d'une certaine manière. Il n'y a pas de découragement général en disant que voilà, c'est fichu, on n'y arrivera jamais. Donc il faut continuer à travailler le plus possible ensemble. On essaye de faire quelque chose d'un peu plus vertueux, hein, c'est clair. On est moins ignorant et puis bon, on l'admet, il y a un problème, il faut résoudre le problème en fait. Quand on parle pour le futur, c'est les petits-enfants qui arrivent maintenant, ou même ceux déjà d'un petit peu avant. Faut pas qu'on leur laisse un terrain pollué. C'est maintenant qu'il faut agir.